Paul, merci d'être là. Mais merci à toi. Je vais essayer de tout aborder aujourd'hui, de ton début de carrière à maintenant. Mais avant tout, si on est réunis aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là? Je crois bien que c'est parce que j'ai signé avec, enfin, je sais pas qui encore, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai signé en professionnel en tout cas. Donc, je Tu suis peux dire vraiment qui? ravi. Ouais, j'ai signé avec l'Hexagone MMA. Donc, je continue dans cette organisation. Là où j'ai fait mes 3 derniers combats amateurs qui ont été soldés par des victoires. Donc, je suis vraiment content. Et on va essayer de continuer sur cette lignée en professionnel, pardon. C'est quoi le premier truc que tu t'es dit, le premier truc qui t'est passé par la tête quand tu as signé le contrat? Je sais pas trop parce qu'on était en sortie de mon dernier combat amateur avec Landouzi, donc j'ai pas trop réfléchi. C'était une décision qui avait été mûrement prise longtemps avant. Donc on s'était dit s'il y a un bon résultat pour ce combat-là, je pense que ce sera avec mon coach, on pense que ce sera le bon moment de passer en professionnel. Donc juste ravi de continuer, de passer un step. Et voilà, j'ai changé d'appartement récemment. Il y a eu quelques changements dans ma vie. Donc là, je sens que j'entre dans un nouveau chapitre. Et ça va être à moi de valider ce chapitre et pour voilà, avancer petit à petit dans ma vie et dans ma carrière. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que depuis le tout début, ta longue aventure que tu as menée, Ouais. tout se concrétise là? Est-ce que c'est pas une consécration, la signature du contrat? Non, pas du tout. Ok. C'est juste une suite logique. Je pense qu'en fait, dans ce sport, peut-être le jour où tu prends ta retraite, mais sinon, tu n'arrives jamais au bout. Enfin, il n'y a Ouais. pas de consécration Il y a toujours particulière. Il y a un toujours après. plus, il y a toujours un autre adversaire plus dur, il y a toujours un profil plus particulier. On n'est jamais arrivé, en fait. Je pense dans beaucoup de sports, quand tu es un compétiteur et que tu veux réussir à aller le plus loin possible, tu n'arrives jamais à un palier en mode ah, ça y est, là, je réussis ou je suis en train de. Je peux te dire, je suis sur le chemin peut-être, mais je pense que voilà, à la fin quand tu prends ta retraite, tu te dis bon, tu regardes en arrière, ok, j'ai fait des trucs cool. Là, c'est une consécration. Je suis fier de ma carrière. On espère que ce sera le cas. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de consécration, c'est juste une suite logique. Pourquoi Hexagone plus qu'une autre orga? Est-ce que c'était une évidence parce que tu sortais justement de combat amateur à Hexagone? C'était une évidence, pas forcément. On a eu plusieurs propositions. Chez Hexagone, je me sens vraiment bien. Ils prennent très soin des combattants. C'est une organisation très qualitative qui organise des événements dans l'Hexagone, d'où le nom. Voilà, on se balade dans toute la France et voilà, j'aime mon pays et j'ai pas envie de combattre qu'à Paris ou aller combattre ailleurs. Je suis bien ici. Après, si on me propose d'aller combattre aux États-Unis, oh bah je dis pas non. Je crois pas que tu dises non. Ouais. Mais pour l'instant, je suis très bien et je pense que pour un début de carrière en professionnel, c'est ce qui me convient le mieux. Passer pro, ça veut dire que les combats durent plus longtemps. Ça veut dire Mm. qu'il y a les coups en plus. Ouais. Alors je me doute que tu t'entraînes pour, mais psychologiquement, est-ce que ça change quelque chose dans ton approche des combats? Pas tellement, non, ça change quelque chose dans ma préparation. Dans ma psychologie, pas tellement. Voilà, ça reste un combat avec un autre combattant en face de moi. Donc non, non, ma psychologie elle reste la même. Être un compétiteur, gagner mes combats de la meilleure des manières, performer, que le public soit satisfait des combats, qu'il soit diverti, parce que c'est avant tout ça que le public recherche. Je vais revenir maintenant à tes débuts sur Ouais. YouTube. Alors nous, les premières vidéos qu'on peut voir sur ta chaîne, c'est des vidéos où tu es saisonnier dans un club de surf. Ah ouais, t'es remonté loin. Je suis Ah, remonté c'est loin. dingue, ok, Et cool. puis il y a une vidéo qui m'a tenu en haleine, où tu te maintiens à une grue, dans le vide. Ah ouais. Est-ce que tu as toujours Oh, été t'es fou allé comme ça? loin, putain, ok. Ouais, je pense que j'ai toujours eu un petit grain de folie quand même. J'ai toujours eu un truc où. Mais après, quand tu demandes à un fou s'il est fou, il dit pas qu'il est fou. C'est vrai, le foot, c'est pas qu'il est fou. Voilà, c'est ça. En tant que compétiteur, je pense que tu veux toujours te prouver à toi-même que tu es capable de faire plus, que tu es capable d'aller plus loin. Et il y avait une période où moi, je venais d'avoir le bac. Mhm. J'avais ce rêve de vivre du MMA. Et j'étais encore loin de là où je suis aujourd'hui avec les réseaux. J'avais vraiment rien. Je vivais chez ma mère avec mes parents. J'en parlais juste à mes parents. Et c'était compliqué pour eux de l'assimiler. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais me faire un truc de ouf là. Je vais voir si je suis capable de le faire et si je sais tenir parole. Et parfois, j'ai un truc dans ma tête. Il est là, tu vois, il est là, il est derrière et tout. Je vais un peu l'esquiver. Je fais, non, c'est trop une folie, ça, arrête, arrête. Et en fait, il est là dans ma tête. Je fais, ah non, mais il est quand même là. Ah, je peux pas l'esquiver. Et du coup, je le fais. Faut pas faire ça, hein. Vraiment, faut Oui, pas faire ça. C'est c'est juste parce que vrai, je suis un c'est vrai. dégénéré. C'est À ne pas complètement con. reproduire chez vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment bête. Très vite après, tu filmes ton voyage à Dublin. Ce voyage, c'était un moyen pour toi de marcher sur les traces de Conor McGregor et d'aller t'entraîner. Alors, c'était pas de marcher sur les traces de Conor McGregor, c'était juste de m'entraîner dans une salle avec un bon niveau. Ok. Sachant qu'à l'époque, moi, je connaissais que la MMA Factory, Mhm. mais j'allais pas dire à mes parents, je vais à Paris m'entraîner en MMA. Ça marchait pas pour eux. Donc, je leur ai dit, je vais m'entraîner en Irlande, mais l'excuse, c'était pour apprendre l'anglais. Là-bas, ils parlaient anglais, il y avait une salle qui a un très bon niveau, je connaissais. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas et mes parents, c'est une excuse pour eux, tu vois. Avec du recul, est-ce que tu penses que c'est là que c'est vraiment devenu sérieux le MMA pour toi? Dans ma tête, moi, c'était sérieux depuis le début. Ok, dès que tu as commencé. Ouais, dans ma Ok. tête, c'était. En fait, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est vraiment ça que je vais faire. Concrètement, quand il a commencé à avoir
une évolution, on va dire, ou quelque chose, c'est quand j'ai commencé à faire mes premiers combats où je me suis dit, ah, ça y est, je suis dans le vif du sujet là. Bon, je me suis entraîné longtemps. Ok, ça y est, ça commence. Tu dis dans ton documentaire que tu étais seul dans ton délire à ce moment-là, Ouais, que c'était parfois compliqué de convaincre tes parents. ouais. Aujourd'hui, maintenant que tu as le contrat, est-ce que c'est une petite revanche par rapport à ça? La revanche, je l'ai eu avant. Ok. Je l'ai eu avant, le fait de vivre du MMA grâce aux réseaux sociaux. Après, je suis pas en guerre avec mes parents, c'est pas une revanche Bien sûr, contre bien eux, sûr. voilà. Mais c'est vrai que c'est une petite revanche en me disant, ok, j'étais tout seul dans mon délire, mais finalement, ça a payé. Parce que pendant 3 ans, j'ai vraiment galéré à droite à gauche à être délogé, à loger chez des amis, voilà, faire les petits boulots, vraiment la galère, à travailler en m'entraînant. Donc là, à partir du moment où j'ai pu me consacrer qu'au MMA avec des sponsors, c'était le rêve. Est-ce que ces moments de galère que tu évoques où tu dors chez ton oncle, tu dors dans ta voiture, chez des potes, tes plans bancals, t'en parles toi-même dans les vidéos, Ouais. est-ce qu'il y a un moment où tu as douté, où tu t'es dit ça va pas le faire finalement? Ouais, bien sûr. Il y a des moments où tu doutes, évidemment, tu te dis, putain, je sais pas comment je vais faire. Surtout, il y a une période où moi, je me suis cassé le plancher orbital, Mhm. j'ai dû rentrer chez ma mère, là, j'étais vraiment revenu à zéro, et je me suis dit, dans ma vie, j'ai que ce rêve. Alors, Mhm. je trouve que c'est la chose la plus belle d'avoir un rêve comme ça, et je me voyais pas suivre un chemin classique d'un travail, un CDI, et ça me correspondait pas. Donc, en fait, même dans le pire des cas, là où j'étais le plus lorsque j'étais le plus désespéré, j'avais que mon rêve avec moi et c'était ce qui comptait le plus. Donc je m'y suis rattaché, j'ai recombattu et pour te dire, j'ai reperdu. Après être au fond du trou, j'ai reperdu, donc j'étais encore plus bas. Et après, il y a eu Ibra TV et ça s'est relancé. Ça suit un peu la question que je vais te poser. Ton père, il dit dans le documentaire que tu n'avais pas de plan B. Ouais, C'était vraiment la seule option, le MMA, du coup. ouais, exactement. Je sais que j'avais ce rêve-là et je voulais faire que ça, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait autrement. Ta mère, elle dit qu'elle imaginait une vie plus classique pour toi. Ouais, Toi, tu dis que tu pensais qu'elle voulait que tu fasses des études. ouais. Aujourd'hui, maintenant, quelle est ta relation avec elle par rapport à ta carrière dans le MMA? Est-ce qu'elle te conseille? Est-ce qu'elle regarde tes combats? Ma mère, ouais, elle regarde les combats une fois qu'ils sont passés. Ok. Elle me conseille par rapport à la comptabilité, les papiers, tout ça, elle aime bien s'intéresser. Mais autrement, le MMA, elle regarde de loin et voilà, là-dessus, alors, ça reste une maman, elle a un peu d'appréhension lorsque je combats, c'est normal. Donc ouais, mais là, mes parents me soutiennent, donc c'est cool. Tu m'as parlé du YFC tout à l'heure. Mm. Quand tu as gagné contre Alan sur ta dernière victoire, je t'ai demandé, moi, si la victoire contre Alan, c'était le plus beau moment de ta carrière. Et tu m'as répondu non, ça dépassera jamais ce que j'ai vécu avec Ibra TV. Ouais. À quel point ça a été un tremplin, tu penses, pour toi? Bah, ça a été énorme, mais je pense que c'était un premier, là, avec l'évolution que moi je vois dans ma tête et ce qui arrive, je pense que j'en aurai plusieurs autres, Mhm. plus grands, j'espère encore. Donc là, aujourd'hui, le point auquel j'en suis dans ma vie, oui, effectivement, c'était un énorme tremplin. Ça restera vraiment le premier tremplin qui a permis que les gens me connaissent un petit peu et que je vois que j'ai des sponsors et tout ça, que j'arrive encore une fois à vivre du MMA. Mais donc c'était un tremplin magnifique. Mais je pense qu'à l'avenir, dans le monde professionnel, je vais en avoir d'autres qui vont me projeter encore plus haut et je suis prêt à ça, à ce que ça arrive. Avant Ibra, tu étais à 5000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, tu es à 220 000. Ouais. Si on prend tous les réseaux, tu es à plus de 500 000. Est-ce que tu te rends compte que tu es déjà l'un des combattants français les plus suivis de MMA en France? Et comment tu vis cette hype, toi? Je me rends pas trop compte, je me rends pas trop compte en Mhm. fait. Je sais que j'ai des gens qui me suivent, mais moi je reste distant des chiffres, tout ça. Mhm. Évidemment, je suis fier quand même, il y a des gens qui suivent le parcours, c'est génial. Mais je me rends pas trop compte en fait. Voilà, après, ce qui peut être difficile, c'est de gérer cette pression, cette hype entre guillemets, que voilà, moi j'ai vraiment pas envie de décevoir les gens, les fans qui croient en moi. J'ai vraiment envie de représenter la France au plus haut niveau. Voilà, j'ai perdu plusieurs fois en amateur, ça m'a fait très très mal. Donc maintenant, je préfère me faire mal à l'entraînement, souffrir à l'entraînement, et comme ça en combat, avec l'intelligence couplée à la force de conviction, on va prendre la victoire et pas perdre. Cette pression avec cette hype, Mm. elle s'accompagne forcément de détracteurs. Tu Complètement. réponds quoi, toi, aux gens qui disent que tu es plus un YouTuber qu'un combattant, que tu as choisi le MMA pour les caméras? Tu leur réponds quoi à ces gens? Franchement, je m'en fiche à un Ok. point. Vraiment, au contraire, c'est trop bien. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise que je suis un youtubeur et combattant. Je cherche pas à ce qu'on me dise, ouais, je suis un vrai combattant. Je sais que je suis un combattant, je vais dans la cage, je gagne mes combats, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tant mieux s'il y a des détracteurs. C'est Mhm. ça qui crée De l'engouement. ouais, de l'engouement, les dramas, c'est ça que les gens ils aiment, qu'il y ait des gens pour, des gens contre. Voilà, c'est ça qui apporte de l'émulsion. Parce que si tout le monde est dans un sens, en fait, quand il y a un combat où il y a deux combattants très bons, on ne sait pas qui va gagner, là c'est intéressant. Ouais. Pour le grand public, ils veulent voir voilà, un vrai duel, savoir qui va gagner dans le suspense. Mhm. Donc, ouais, les détracteurs, ils font que nous aider plutôt que mettre des bâtons dans les roues. Moi, plus il y a de pression, plus je performe. Ton dernier combat, tu as gagné contre Alan Landouzi. Mm. En amateur, c'était probablement le plus gros challenge que tu pouvais prendre. Ouais, complètement. Vers quoi tu te diriges aujourd'hui? Quel challenge tu as envie de prendre? Est-ce que tu as déjà une idée de qui tu veux affronter? Non, pour l'instant, j'ai pas de nom en tête. Je veux juste construire mon début de carrière correctement parce que là, je passe dans un
autre niveau. Dernier combat amateur, j'en suis pas fier plus que ça. Mhm. J'aurais voulu finir mon combat au premier round, ça aurait été exceptionnel. Tu as surpris tout le monde quand même Ouais, en oui, attaquant en lutte pour ceux qui ont directement. un regard extérieur, ils sont surpris, mais moi, je suis pas surpris parce que je sais ce que je donne à l'entraînement, je sais qui je suis, je sais que je peux être très fort, je sais que je peux battre des gens très forts. Moi, ce que je veux faire, c'est performer, choquer les gens vraiment, faire des performances vraiment dans les rounds, le début, Mhm. directement impressionner. Donc, euh, donc moi, j'aurais voulu terminer mon combat dès le premier round, comme j'avais l'opportunité, j'ai loupé et je m'en mords les doigts depuis que c'est terminé, sérieusement. Donc à l'avenir, là, je ferai vraiment en sorte je fais actuellement en sorte à l'entraînement que ça ne se reproduise pas, de vraiment réussir à finir les combats. Donc là, pour l'instant, voilà, on va construire mon début de carrière correctement. Les premiers combats, voilà, on est intelligent, on va construire ça petit à petit. Et à l'avenir, en fonction de mes résultats, on verra pour prendre peut-être des personnes plus connues, plus hypées ou qui sont vraiment très très forts, on verra. Je suis obligé de te poser la question. Il y a une histoire qui est encore pas réglée avec Anzor au YFC. Est-ce que c'est toujours dans un coin de ta tête d'affronter Anzor peut-être dans le futur? Oui, complètement. Ça serait génial. Je sais que les gens, ils attendent ça avec impatience, que lui, il s'entraîne dur, qu'il fait ses combats de son côté. C'est un combat que les gens ont envie de voir et qui ferait vendre et voilà, qui crée une hype. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime qu'il y ait un engouement sur mes combats, que les gens, ils attendent que ça. Donc, ouais, évidemment, ce sera un combat à faire. Absolument. J'aimerais parler maintenant de ton style. En MMA, il y a les strikers, il y a les lutteurs. Toi, tu es quelqu'un de très polyvalent. Est-ce que maintenant que tu passes en pro, tu as envie d'approfondir un style en particulier? Est-ce que tu as envie peut-être de créer un style Paul Dona? Je ne sais pas si je serais capable de créer un style Paul Denain parce que c'est particulier de créer son propre style. Mais effectivement, moi, je veux avoir un style de combattant de MMA. Je veux être excellent partout. Je veux avoir un excellent striking, une excellente lutte, un excellent sol. Je veux être un vrai combattant d'arts martiaux. Après, moi, j'aimerais m'améliorer encore plus dans l'anglaise. J'aime beaucoup l'anglaise. Je suis assez passionné par l'anglaise. C'est un sport, je trouve, qui est le plus difficile. Je trouve que c'est assez particulier. Moi, j'avais des notions, hein, j'ai eu des facilités avec le sol et la lutte, mais l'anglaise, le pied-point, c'est particulier, c'est encore plus Peut-être plus précis. technique? Ouais, plus technique, je trouve. Mhm, C'est vraiment des petits détails. Bon, après, le sol aussi, mais mhm, je sais pas, c'était plus naturel pour moi, peut-être parce que je viens du judo à la base, donc mhm. les sensations d'équilibre, des déséquilibres, j'avais un peu plus, mais sensations de percussion un peu moins. Donc, c'est là-dessus que je travaille et c'est là-dessus que j'ai envie de passer à un autre niveau. En France, le MMA, il a encore une image de sport très très violent. Il y a encore des gens qui sont apeurés quand ils entendent parler de MMA. Toi, est-ce que tu penses que cette image, elle peut changer? Et si oui, comment? Ça restera toujours, ça gardera toujours une image de sport violent, je pense. Mhm. Parce que c'est un sport violent, on ne peut pas le nier. Après, est-ce que ça viendra de plus en plus grand public? Ça, je l'espère. Que voilà, même les gens qui sont loin des arts martiaux, ils soient intéressés par les combats. Je pense que ça peut être le cas, mais ça va être le travail des combattants et des organisations de vendre, de donner envie aux gens de regarder. Mhm. Mais oui, après, cette image, elle va évoluer, je pense, au fil du temps. Elle peut se bonifier, mais elle gardera toujours son image de violence un petit peu parce que c'est un sport de combat, donc ça on peut pas l'enlever. C'est sûr. Mais bon, je pense qu'elle peut, entre guillemets, devenir un peu plus lisse pour, par exemple, les médias, pour les spectateurs. Le lycée, je pense pas. Faut Ok, pas trop le lycée parce que ça reste un sport extrême. c'est vrai, faut pas Ça reste un mentir. sport extrême. Il faut pas que les gens ils se disent ouais, ils rentrent dans la cage comme ça, ils se rendent pas compte de la Mhm, difficulté mhm. que c'est de vraiment combattre un autre humain en face de toi qui est préparé et qui a des armes aiguisées, qui est prêt à te découper la tête presque. Après, c'est vrai, est-ce que si c'est plus lisse, ce sera plus grand public? Je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, quand voilà, on voit des énormes KO à l'UFC, par exemple, je pense à Geji Holloway, tu peux pas dire que c'est un sport lisse, tu vois. C'est vrai. C'est les hauts, les bas, mais c'est ça que les gens aiment, c'est parce que ça crée de l'émotion. Il y a des temps calmes et d'un coup ça explose, mais voilà. Dans une de tes vidéos, tu parles d'un livre qui est une référence pour toi. Demandez où vous recevrez. C'est un livre Ouais. sur la loi de l'attraction. Tu regardes les vidéos YouTube, c'est Ah, cool. on a tout regardé. Ça fait plaisir. Et il y a une phrase dont tu parles qui t'a marqué. Pour que quelque chose fonctionne, il faut le désirer jusqu'à l'obsession. Ouais. Est-ce que toi, tu es obsédé par ta réussite dans le MMA? C'est une très bonne question et je me la pose tous les jours. Sérieusement, je me pose tous les jours et j'arrive pas à me rendre compte, je sais pas. Je pense pas encore assez. Je pense pas encore assez parce que parfois j'ai des petites sorties, je fais des trucs un peu parfois à droite à gauche en dehors du MMA. Mais je me dis que j'ai besoin de ça pour pas devenir fou, en vrai. Mais justement, quand tu as des grands athlètes qui parlent de cette obsession, ils deviennent un peu fous. Mais je crois que moi j'ai peur de rentrer dans cette zone-là. Mais c'est ça qui me fait passer dans une autre sphère. Donc je suis en questionnement avec moi tous les jours par rapport à ça. Et j'ai envie d'aller plus loin et de me pousser plus loin, mais ça fait peur. Tu as peur de te perdre en fait. Donc je pense que je suis pas assez obsédé encore. J'essaie d'aller dans cette optique à l'avenir. Dernière question, Paul. Aujourd'hui, on est en 2025. Tu passes professionnel chez Hexagone. Imagine-toi en 2030 maintenant. Qu'est-ce que Paul Denis Navarro a accompli en 2030? Et c'est quoi le but ultime pendant ces 5 ans? Belle question. En 2030, dans 5 ans,
Dans 5 ans, je pense que je serai un combattant professionnel vraiment établi. Je pense que toute la France entière me connaîtra. Ils seront fiers de l'image que je renverrai à l'international. J'espère que je combattrai dans une organisation encore plus grande et que je pourrai faire rayonner mon pays vraiment mondialement. Et que tous les Français auront hâte de voir mes combats et ils seront hypés par chacun de mes combats et ils seront extrêmement divertis et ils seront fiers d'avoir un athlète comme moi, j'espère. Magnifique. Merci beaucoup, Paul. Ah, je t'en prie, merci à toi. C'est cool.